Donc maintenant, je vais laisser la parole à Philippe Richard, donc directeur du Jardin botanique de Bordeaux, qui va nous éclairer sur l'intérêt de semer des plantes vivaces mellifères. Donc, Bonjour à tous, je vais partager mon écran. J'y arrive, certainement. il faut que vous le mettiez en plein écran et c'est bon. Voilà, ça devrait se faire. Voilà. Alors. Parfait. Donc, si tout le monde le voit bien, tout le monde m'entend bien? Oui. Voilà. Je vais donc vous parler des plantes vivaces, peut-être d'autres aussi d'ailleurs, sous le côté de l'aspect mellifère et tout ce que ça entraîne. Et tout d'abord, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce qui concerne la relation extrêmement importante avec les insectes, puisque énormément de choses dépendent de cette relation. C'est-à-dire que vous avez sur la diapo que vous voyez en ce moment un commentaire qui vous indique que la production agricole dépend évidemment des insectes, en particulier les insectes sauvages qui pollinisent les cultures et qui sont en fait prépondérants sur les abeilles domestiques, ce que l'on ne sait pas toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je souhaite attirer votre attention, puisque quand on installe des plantes dans son jardin, je pense qu'il est très important de tenir compte de ce phénomène, étant donné que non seulement les productions potagères ou les productions fruitières au jardin en dépendent, mais bien entendu, tout l'environnement qu'il y a autour du jardin en dépend aussi. Alors, quelques petits rappels, mais je ne voudrais pas passer trop de temps sur ce schéma simpliste qui nous indique quand même des choses extrêmement importantes. Qu'est-ce qui intéresse les insectes dans la fleur? Eh bien, essentiellement le nectar qui se trouve à la base de la fleur, dans des glandes qui sont ici placées sous l'ovaire. Et ce nectar qui est attractif, qui sert aussi de nourriture à l'insecte, permet à celui-ci de visiter la fleur et d'entraîner dans son voyage le pollen qui est alors transporté et qui sert à la fécondation d'autres fleurs. Non seulement il sert à la fécondation d'autres fleurs, mais il est en plus une nourriture extrêmement importante pour les insectes pollinisateurs. Ça, on en verra un petit bout tout à l'heure. Alors, si je reviens au nectar, il est placé dans des organes qu'on appelle les nectaires et qui se trouvent à la base de la fleur, comme on l'a vu dans le schéma précédent. On voit ici de très gros nectars chez cette euphorbe que vous avez à droite et qui est endémique de Madagascar. Donc, c'est un objet qui est extrêmement attractif et qui participe évidemment très fortement à la pollinisation. Je voulais mentionner quand même, si on jette un petit coup d'œil à gauche, à la présence de nectaires, qui sont les glandes à nectar, qui peuvent être extraflorales. C'est-à-dire que nous avons ici, par exemple, des nectaires pétiolaires. Alors, on peut très bien se poser la question de savoir, puisqu'on n'est pas dans une fleur, on n'est pas dans l'organe reproducteur qui attire les insectes, comment se fait-il qu'il y a des glandes nectarifères ou nectaires à d'autres endroits de la plante? Eh bien, elles ont une fonction qu'on a trouvée ici chez le merisier. Elles permettent d'attirer les parasitoïdes. Les parasitoïdes, ce sont ces autres insectes qui consomment des insectes prédateurs. Comme si la plante avait fabriqué un système qui permette de contrôler ses propres prédateurs. Donc, il y a tout un environnement dans la plante qui favorise l'arrivée des insectes qui vont être les pollinisateurs. Donc ici, on a sur cette fleur bien connue qui est une fleur de digital, tout un système avec une piste d'atterrissage constituée par la corolle et les dessins qu'il y a dessus qui attirent les insectes, parce que ici, l'insecte, comme vous le voyez, doit aller chercher le nectar assez loin, c'est-à-dire il est tout à fait coincé sous l'ovaire. Il y a donc
qu'une certaine forme d'insecte qui va pouvoir aller dans cette position. Donc, cet aspect des choses nous montre qu'il y a une sélectivité qui va s'exercer entre les fleurs et les pollinisateurs. On a d'autres systèmes. Vous avez ici, et c'est très original, chez cette aconite qui est à gauche, des tubes nectarifères, et ce qui pourrait ressembler à des pétales ou les figurer comme tels, ce sont uniquement des glandes nectarifères. De la même façon, dans le tournesol, à droite, les nectaires sont placés au-dessus de l'ovaire de façon très accessible, ce qui permet à cette fleur, plutôt cette inflorescence qui contient énormément de fleurs, d'être très facilement fécondée. Donc, chez ces plantes, il y a des processus facilitateurs qui permettent aux insectes de pouvoir se nourrir d'une part et transporter le pollen d'autre part. Alors maintenant, parmi toutes les plantes qui existent et qui sont à notre disposition, qu'elles soient sauvages, qu'elles soient cultivées, qu'on peut donc mettre au jardin, il y a tout un tas de plantes qui sont attractives. Je les ai classées en 3 catégories. Je vais commencer par vous parler de plantes herbacées. Vous excuserez le côté un peu rébarbatif de la liste, mais j'ai pensé qu'elle était évocatrice. On la trouve sur le net, hein, et on en trouve d'autres, ce n'est pas un problème. Les espèces herbacées, je me suis permis de préciser annuelles ou vivaces, parce que c'est bien effectivement de mettre au jardin des plantes vivaces. Quand on a encore un petit peu de place, c'est intéressant de penser, même si cela demande du travail, à quelques plantes annuelles, parce qu'elles sont en général extrêmement florifères et elles sont productrices de nectar d'une façon importante. Parmi celles que j'ai citées, les premières en haut, facélie, bourrache, sont extrêmement attractives pour les insectes et méritent d'être mises en avant. Après, il y a des plantes qui sont extrêmement classiques, voire des mauvaises herbes, comme le pissenlit. Le pissenlit est très attractif pour les insectes. Après tout, un peu de pissenlit dans son jardin, ce n'est pas grave, surtout qu'à une certaine saison, qui va bientôt approcher d'ailleurs, il est pour certaines variétés extrêmement consommable, extrêmement agréable. Après, on va trouver dans les légumineuses ou fabacées, dans les graminées ou poacées aussi, énormément de plantes intéressantes. Les aliacées également, et bien entendu d'autres dont vous avez ici la liste sous les yeux. Vous pouvez constater que cette liste comprend donc des annuels et des vivaces. Maintenant, je m'y attarderai moins, mais j'ai pensé quand même les mentionner, des arbustes qui sont des plantes extrêmement importantes parce que leur floraison est présente et dure. Enfin, ils arrivent en alternance suivant les saisons. Les premiers vont fleurir très tôt au printemps et on aura des floraisons jusqu'à l'été. Donc, c'est important aussi la durée de floraison dans l'année. Ce ne sont que des espèces connues et communes que j'ai préféré citer parce que je crois qu'il n'est pas forcément utile d'aller toujours chercher des choses qui sont très compliquées ailleurs, bien que j'en citerai quelques-unes, parce qu'il faut s'assurer que ça va pousser au jardin, que ce soit les plantes vivaces de tout à l'heure ou les arbustes maintenant, c'est un petit peu le même cas et la même chose. Alors, il y a à la fois dans cette liste des plantes qui sont indigènes, mais aussi des plantes qui viennent d'ailleurs, hein, le pyracantha par exemple. Il se trouve que le pyracantha est extrêmement efficace en tant que plante mellifère. Et bien entendu, les arbres, dont on va retrouver des choses assez connues, qui eux aussi sont un apport extrêmement important. Et il est facile de penser que dans un jardin, un mélange harmonieux de ces 3 listes de plantes vivaces, des arbustes et des arbres, va composer un jardin qui va être à la fois fleuri et à la fois qui va être attractif pour les insectes. Alors, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas que les abeilles domestiques qui pollinisaient. Hein. Alors, il y a une grande quantité. On a en Europe presque 1000 espèces d'abeilles sauvages qui sont la plupart pollinisatrices et qui contribuent donc à la pollinisation de la flore sauvage. Alors,
à la fois, le nectar permet à l'abeille donc de ramener de la nourriture à la ruche et de se nourrir elle-même. Le transport du pollen aboutit à la même chose. Et bien entendu, il participe à l'interfécondation des plantes de la même espèce. Très souvent, les insectes ont une sélectivité plus ou moins grande pour une ou deux espèces de fleurs. Donc, c'est cela qui va assurer une pollinisation croisée, une allopollinisation efficace. Plein d'espèces d'insectes sont pollinisateurs. Vous en voyez quelques exemples ici. Et on va par exemple mettre l'accent sur une ou deux. Ici, c'est une mouche. On a donc aussi des mouches qui sont pollinisatrices, pas seulement des abeilles. Et puis, bien sûr, on a aussi des papillons qui sont eux aussi pollinisateurs. Ils seraient pollinisateurs à 20% à peu près dans nos flores tempérées. Donc, c'est quand même une proportion assez importante. Ce qui est un petit peu problématique aujourd'hui, c'est qu'on voit disparaître beaucoup et très vite de nombreuses espèces de papillons et donc, bien entendu, donc des manques dans la pollinisation aussi. Il n'y a pas que les plantes supérieures, les plantes à fleurs, qui sont attractives pour les insectes. J'ai pensé que ça serait original de vous parler de ça. Vous connaissez sans doute le cycas, qui n'est pas une angiosperme, c'est une plante qui est plutôt à la charnière des gymnospermes. Le cycas, c'est une plante qui est assez curieuse. Et Aline Reynal-Rock nous dit qu'il y a à la base des feuilles ovulifères, c'est-à-dire les feuilles qui présentent ce que vous voyez en haut à droite, ce sont les ovules orange ici. À la base de ces feuilles, il y a des cellules sécrétrices qui produisent des mucilages et des gommes. Et ces mucilages et ces gommes sont attractifs pour les insectes. Et probablement que certains d'entre eux, dans des régions concernées, servent aussi à la fécondation de ces plantes. Alors, voici une autre cicadacée qui est un zamia. Enfin, en fait, c'est deux espèces, puisque vous avez à gauche Zamia furfuracea et à droite Zamia pumila, les deux photos superposées. Je les ai mises pour vous montrer à l'intérieur de l'inflorescence, qui est semblable chez les zamias de l'extérieur. Vous avez en haut ce qu'on appelle la mégasporophile, qui est en fait l'organe reproducteur femelle, et en bas, la microsporophile, qui elle est l'organe reproducteur mâle, et qui est, elle, attractive, le sont tous les deux, et pour les insectes, qui vont entraîner ces petites boules avec eux, et ainsi les porter sur l'organe correspondant chez la femelle, et assurer la fécondation. Donc, beaucoup dans les plantes qui sont relativement primitives, ici comme le cycas, des stratagèmes déjà avant la constitution véritable de la fleur, des stratagèmes qui permettaient cette espèce de coévolution entre les insectes et la fleur et qui rendaient le partenariat utile et indispensable chez une plante et un animal. Donc, dans la flore mellifère et toutes ces plantes qu'on peut mettre au jardin, il y a beaucoup de choses. Je vous ai parlé de la bourrache tout à l'heure, en voici une avec une abeille tout simplement, qui me permet de vous dire que les abeilles classiques comme celle-ci, elles ont des besoins en pollen, parce qu'elles se nourrissent du pollen, des besoins qui équivalent pour une colonie d'abeilles de 20 à 40 kilos de pollen par an. Donc, pour qu'une ruche, une colonie d'abeilles sauvages fonctionne, il faut une quantité de pollen très importante, d'où l'importance de ces floraisons dans les plantes vivaces qu'on met au jardin. Toutes les plantes nectarifères ne sont pas mellifères, c'est vrai, mais toutes sont importantes parce que l'abeille ou l'animal va aller chercher le nectar et va transporter du pollen. Ce qui est extrêmement important pour l'insecte dans le pollen, ce sont les protéines. En effet, les protéines sont
du pollen ne sont presque les seules ressources de protéines pour l'insecte. Donc, il est nécessaire d'avoir dans son environnement des pollens qui sont très protéiques. Ce petit tableau, dans sa deuxième colonne, vous indique en milligrammes les quantités de protéines par type de pollen, par espèce, et permet, quand on les connaît, d'orienter éventuellement dans ces plantations, de mettre des plantes dont la quantité de protéines est importante. On a constaté que des colonies d'abeilles qui étaient proches de champs de maïs, par exemple, que vous voyez en bas du tableau, étaient souffrantes ou dépérissantes parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de protéines, elles ne consommaient pas de protéines, à la fois pour maintenir leur santé et à la fois pour nourrir les essaims de jeunes. Donc, cette considération des différents pollens et de la quantité de protéines est importante, je crois. Les bonnes plantes pour les abeilles, les bonnes plantes, le fraisier, par exemple, que vous voyez ici, le haricot que vous avez à droite, sa fleur, à la fois sa fleur et ses fruits, sont des plantes au jardin, alors donc au jardin potager, qui sont très, très, très importantes pour les abeilles. Si on peut en mettre, les insectes vous remercieront et ils vous le rendront en pollinisant vos arbres fruitiers. Alors, dans des plantes sauvages ou semi-sauvages, si vous avez de la place, et c'est toujours important de ménager dans son jardin un endroit où la flore sauvage reste dominante, parce que de cette façon, il y a quantité de plantes extrêmement inspiratrices pour les insectes qui peuvent se développer. Ici, tout simplement de la facélie à feuilles de tanésie à gauche et du sainfoin, Onobrichis vicifolia à droite, sont des plantes très intéressantes d'un point de vue pollinisation. Il y en a plein d'autres. Je n'en citerai que quelques-unes. Ici, la sauge des prés, qui est en haut à gauche et qui sert à confectionner ce plat méditerranéen qui s'appelle l'aigo boulido, si vous savez ce que c'est, qui est une soupe froide, en fait, avec plein de plantes aromatiques, du romarin, etc., de l'ail, bien sûr. L'hysope anisée, qui est en haut à droite, est aussi une des plantes caractère méditerranéenne, si vous voulez, très importante. Et il y en a qu'on ne doit pas oublier, comme en bas à gauche, tout simplement le sarrasin. Donc vous avez la graine à droite, qui est une plante extrêmement appréciée des insectes. Donc une plante extrêmement mellifère. Chez les arbustes, le cornouiller mâle en haut à gauche, avec sa fleur à droite. Et puis, il y a aussi le néflier que vous avez en bas à droite. Alors, pardon, la fleur en haut à droite, c'est le néflier. Et la fleur du cornouiller mâle est en bas à gauche. Ça, ce sont des plantes extrêmement intéressantes. Et puis, on a aussi, ça c'est une petite particularité, une plante tout à fait décorative qu'on a beaucoup plantée dans les jardins il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est la symphorine. La symphorine, elle attire les abeilles et elle est présente en été. Et c'est là qu'elle est importante, et que beaucoup sont importantes parce qu'il faut et que les floraisons soient étalées dans le jardin. Quand on plante dans son jardin, si on plante des plantes fleuries, ce qui est extrêmement important, c'est de penser à l'étalement des floraisons, on va en parler. Cette symphorine, d'ailleurs, pour la petite anecdote, a une particularité. Vous voyez ces fruits en haut à droite. Eh bien, ces fruits sont utilisés ou étaient utilisés par les enfants pour servir de projectiles de sarbacane. Elles sont très intéressantes parce que, je ne sais pas si je ne vais pas donner de mauvaises idées à certains, parce qu'elles éclatent quand elles arrivent sur l'obstacle et elles diffusent leur jus, ce qui permet d'avoir un effet très intéressant pour celui qui se sert d'une sarbacane et qui veut faire une plaisanterie à quelqu'un. Alors, on parle d'étalement des floraisons. Vous trouverez sur le net plein de calendriers de ce genre qui me semblent extrêmement intéressants parce que dans son jardin, il est très recommandé d'essayer de choisir ces floraisons en fonction de leur étalement et de faire en sorte qu'on ait, si possible, quelques fleurs, des fleurs
depuis le début du printemps jusqu'à l'automne. Parce que les insectes pollinisateurs sont, eux, actifs dès qu'il fait un petit peu chaud jusqu'au moment où les froids reviennent, et ils ont besoin qu'on leur fournisse ça. Alors, quand on dit plantes mellifères au jardin, c'est un des aspects qui me semble extrêmement intéressant de mettre en œuvre. Après, il y a les plantes qui ne sont pas d'ici. Je parle de flore exogène. Est-ce qu'on doit planter beaucoup, un peu, des plantes qui viennent d'ailleurs? Alors, ici, c'est une plante que j'ai été chercher loin, puisqu'elle vient d'Australie, c'est Anigosanthos manglesi. Peu importe, bien entendu qu'on peut se faire plaisir et planter des plantes comme ça. Ce qui risque de se produire, c'est deux choses. La première, il faut d'abord faire attention à ce que ce ne soit pas une plante qui devienne envahissante. Parce que quand une plante vient de loin, on ne connaît pas toujours son comportement et c'est important de le faire. Ceci dit, il y a souvent peu de chance parce que la plante n'a pas amené son pollinisateur. Et donc, elle risque de ne pas être fécondée et elle risque donc de ne pas avoir de descendance par la reproduction sexuée. Beaucoup d'entre elles, quelques-unes, sont reproductibles, bien sûr, par multiplication végétative. Mais quelquefois, il faut plusieurs générations de cette plante pour que les insectes présents de façon locale s'adaptent à cette pollinisation. Alors, oui, pour la flore exogène, à mon avis, parce que si on veut se faire plaisir dans un jardin, il faut chercher des choses aussi qui viennent d'ailleurs, mais pas que, bien sûr. Hein. Tout ça doit être un harmonieux mélange. Si on fait un petit résumé, pour avoir un jardin fleuri, harmonieux, avec des plantes mellifères, je vais vous proposer un certain nombre de conditions qui sont dans le jardin. Je ne veux pas interférer sur le travail du paysagiste. J'ai l'impression qu'on vous entend plus. Pour les pollinisateurs. Ah. Et là, est-ce que oui, c'est bon? C'est bon. Merci. Donc, un espace de flore sauvage, c'est très intéressant pour les pollinisateurs. Une zone boisée, comme le précédent intervenant l'a dit, parce que chez les arbres, on va avoir non seulement des productions fruitières, mais qui sont importantes aussi pour la pollinisation. Et puis, bien entendu, comme on le souhaite, des plates-bandes, on disait mixed border à une époque. Cet harmonieux mélange de différentes zones dans le jardin peut permettre d'avoir une flore diversifiée et des floraisons étalées sur toute l'année. Pour ce qui est du choix des espèces, eh bien, les espèces fertiles, c'est-à-dire des espèces dont la fleur va produire des organes reproducteurs et du pollen et permettre l'allofécondation. Je voulais les opposer à les plantes qu'on appelle les cultivars et qui sont des plantes qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont des F1 produites quelquefois par la pollinisation. C'est surtout chez les plantes annuelles hein, qui sont produites par l'industrie, le commerce. Et qui malheureusement ne sont pas fertiles et donc ne peuvent pas perdurer de cette façon. Très souvent, quand on plante des vivaces au jardin, les plantes qui ont la plus de facilité pour avoir une multiplication végétative qui se reproduisent par rejet vont très souvent prendre toute la place. Et il faut veiller à ce que ce ne soient pas les seules qui soient présentes. Donc, il est très important d'avoir des plantes qui se reproduisent par graines. Et donc, des plantes qui fleurissent, avec, si possible, une petite proportion d'annuels. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, des floraisons réparties dans l'année. Dans ce cas, on risque d'avoir un très beau jardin avec de la fleur et donc de la couleur qui pourrait nous faire penser à ceci, qui n'est pas un jardin. C'est la nature qui l'a produite. C'est ce qu'on voit au printemps austral, dans le Namaqualand, c'est une partie de l'Afrique du Sud. Ce sont des paysages qui sont très impressionnants.
Alors, le bon côté, c'est que c'est profusion de fleurs qui est parfaitement naturelle. Il n'y a absolument pas d'intervention de l'homme là-dedans. Le petit défaut, c'est que ça ne dure pas longtemps. Ça reste 3 semaines, peut-être. Mais j'ai regardé ce cliché de près. J'en ai moi-même pris d'ailleurs, mais celui-ci n'est pas de moi. J'ai regardé ce cliché de près. Il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a un grand nombre de plantes vivaces. Ça veut donc dire que peut y avoir dans certaines zones, avec un certain substrat et un certain climat, une stabilisation de la nature qui permet quand même de produire des fleurs à profusion. Bon, c'était juste pour le petit coup d'œil. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes plantations et de bons semis dans votre jardin. Eh bien, merci pour cette présentation très intéressante qui, je l'espère, va motiver les jardiniers et jardinières à semer des vivaces mellifères pour apporter de la biodiversité au sein de leur jardin. Donc, une première question plutôt sémantique. Donc, il y a une personne qui vous demande quelle est la différence entre nectarifère, pollinifère et mellifère et s'il existe un mot pour décrire de manière générale les plantes qui attirent les insectes. Alors, les insectes peuvent être attirés par les plantes pour différentes raisons. Elles peuvent être attirées par la couleur, mais à peu près systématiquement, ce qu'elles recherchent, c'est de quoi se nourrir. Donc, se nourrir, c'est 2 produits essentiellement. C'est le nectar qu'on a décrit d'abord, qui est placé dans des glandes tout au fond de la fleur la plupart du temps, et aussi le pollen. Il y a des insectes qui se posent sur les fleurs uniquement pour capter le pollen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles le transportent. Alors, elles vont le transporter pour féconder d'autres plantes, mais elles vont aussi le transporter dans la ruche, si ce sont des abeilles, et contribuer à nourrir le naissain, les autres abeilles, en particulier les jeunes. Donc, ça permet de faire perdurer les pollinisateurs. Donc, nectar, pollen sont les principaux produits attractifs. Quand on dit plantes mellifères, en fait, on pense plutôt, c'est un peu de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire c'est des choses, on pense que c'est des plantes qui vont permettre aux abeilles produisant du miel de pouvoir faire leur travail. Les abeilles produisant du miel étant quelque part des animaux domestiques pour nous. Alors, le terme mellifère, il s'applique plutôt à ce côté-là. Ce n'est pas le côté intérêt des insectes, c'est le côté intérêt de l'homme. Et malheureusement, il n'y a pas de véritable nom pour qualifier les plantes attractives sur tous les plans. Il faut employer le terme qu'on souhaite employer parmi les 3 que je viens de décrire. Très bien, merci. Une autre question sémantique. Quelle est la différence entre cultivar et variété? J'ai envie de dire que c'est un synonyme. Enfin, oui, on peut dire ça. On disait ouais. autrefois variété cultivée, donc le terme cultivar a été adopté depuis maintenant plusieurs décennies. La différence qu'il faut faire, c'est entre variété cultivée ou cultivar et variété botanique, qui, elle, témoigne de la particularité d'une espèce, sachant que la variété botanique, elle peut se reproduire et donner le même résultat. Elle est fertile, alors que la variété horticole et cultivar, elle, est stérile, à quelques exceptions près. Est-ce que je peux prendre la parole? Philippe, tu as raison, parce que en fait, on a induit la stérilité d'un certain nombre de variétés ornementales, tout simplement parce que la fleur peut durer plus longtemps, et aussi parce que en se fanant, elle disparaît. Mais il ne faudrait pas laisser croire à nos auditeurs que toutes les variétés hybrides sont stériles, parce que je sais que c'est quelque chose qui est dit parfois et qui est faux. Une variété hybride n'est pas du tout forcément stérile. C'est exact, d'autant plus, pareil, un exemple très, très simple qui est le berbéris à feuilles pourpres.
Il est même assez c'est une plante assez incroyable parce que bon, c'est un hybride et en plus derrière il y a des sélections et non seulement elle est fertile, mais en plus le caractère pour lequel cette plante a été sélectionnée se reproduit par reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il ne perd pas ses caractères. Donc on trouve de tout en fait. C'est Oui, peut-être que je vais préciser mon propos en disant que parmi les espèces de grande culture, le maïs, le colza, les variétés sont des variétés hybrides, la betterave sont des variétés hybrides qui ne sont pas du tout stériles. J'insiste sur ce point, ce n'est pas vraiment dans le cadre de ce webinaire, mais c'est dans le cadre d'une confusion générale qui se fait entre hybride et stérilité. Voilà, que vous avez peut-être rencontré au cours de vos discussions. Très bien, merci Yvette pour ces précisions. Donc, une question plutôt technique. Quand bouturer la symphorine? quand Oui. Ben, à peu près comme à chaque fois, des choses qui sont... Tout ce qui est un petit peu ligneux peut se bouturer à l'automne, très classiquement. Et c'est le moment peut-être le plus favorable, même si au printemps, en vert, on peut aussi faire des choses sur cette plante-là. D'accord. Une personne demande si les fraisiers sauvages sont aussi bénéfiques que... Alors, quantitativement, non, parce que c'est un peu la quantité qui fait quand même l'importance de la pollinisation. Alors, le fraisier sauvage, lui aussi, bien sûr, va diffuser du pollen, mais il est relativement moins fréquent. Les fleurs sont plus rares, donc quantitativement, il sera moins intéressant. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en mettre au jardin si on en a à proximité, parce que il est aussi intéressant dans les pollinisations croisées. Très bien, merci. Et une dernière question. Donc une personne vous demande votre vivace mellifère préférée. J'ai une petite... Oh, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas de végétal préféré. On a la chance en jardin botanique d'avoir un grand panel de plantes différentes et de pouvoir les apprécier. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, et particulièrement pour mettre au jardin, j'aime beaucoup les aromatiques. Donc, ça va être toutes ces plantes un peu méditerranéennes qui sont de la famille des labiers, par exemple, choses comme ça. Et il y a une telle diversité, il y a tellement de choses que c'est... Si on veut un bon complément, donc la sauge que je vous ai montrée tout à l'heure, elle me plaît beaucoup, les sauges en général d'ailleurs, et beaucoup aussi des fabacées, les légumineuses, parce qu'elles sont tellement utiles pour la nature. Elles sont tellement de pouvoirs intéressants, elles enrichissent le sol, elles ont un pollen qui nourrit les insectes. Enfin, vraiment, ça fait aussi partie des plantes que j'aime bien. Très bien, merci. On a fait le tour des questions, il me semble. Juste pour signaler à nos auditeurs que la SNHF a édité la liste des plantes réactives pour les abeilles. Et donc, cette liste est disponible sur le site de la SNHF et de Jardiner Autrement.